Monsieur Jean Lassalle, c'est pour nous un honneur, dans cette belle ville de Bordeaux et cette région aquitaine, de recevoir un élu tel que vous, qui est un original, non seulement un original, mais qui secoue un petit peu les puces de l'ensemble du système. Alors, vous avez parlé au cours de votre conférence de cette France profonde que vous avez traversée au cours de votre périple. Est-ce que vous avez ressenti ce que l'ensemble des citoyens ressentent, cette angoisse identitaire? Oui, je l'ai ressenti profond, beaucoup. La France est un pays qui a peur et qui n'a plus confiance en rien ni en personne. Et le sentiment qui suit, c'est cette absence d'identité. Alors que nous savons issus d'une grande histoire qui a contribué à monter la civilisation, nous éloignant de l'animalité, aujourd'hui nous y replongeons et nos compatriotes en sont très inquiets. Alors, la deuxième question que je voulais vous poser est la suivante. Ne pensez-vous pas que les assemblées élues ne servent à rien et que la réalité du pouvoir se trouve ailleurs? Aujourd'hui, c'est malheureusement le cas. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé avoir, une fois de plus, comme le firent nos aînés en d'autres circonstances. C'est souvent dans des époques de mondialisation que les choses se font, parce que nous sommes soudainement confrontés à des paradigmes que nous ne connaissions pas, des situations que nous n'avions jamais vues. Les aînés n'ont pas su régler le problème et ça s'est terminé par des bains de sang. Moi, je milite pour que ça se termine par un grand soleil, le soleil de notre jeunesse. Oui, effectivement. Effectivement, donc c'est un message d'optimisme et d'espoir que nous partageons. Mais si vous voulez, le problème, la question que je vous posais, c'était de savoir si les élus que nous avons sont à la hauteur de cet enjeu fondamental, hein, qui est non pas de réformer parce qu'on a déjà trop réformé, mais de remettre la France sur les rails. Non, aucun d'entre nous n'est à ce niveau-là. Aucun d'entre nous n'est au niveau de mettre la France sur les rails, parce que nous avons perdu tout pouvoir au nom du peuple souverain, sans le vouloir ou peut-être le savoir. Nous nous sommes laissés aller au retour à l'oligarchie d'une puissance financière écrasante qui nous a tout pris, qui nous a pris à nous le pouvoir, qui a pris à la haute administration sa capacité à gérer ce qui est son travail, qui a pris à beaucoup de vos frères de la presse leur raison d'être essentielle, c'est d'informer librement un peuple libre. Et il y a beaucoup de travail à faire pour reconstituer tout ça, le reconstruire dans un sentiment de fraternité, de liberté et d'égalité. Parce que c'est ça, la France. La France est un symbole. C'est la raison pour laquelle, si j'accède des responsabilités, la première chose que je changerai, c'est l'État. L'État est à la fois un symbole, et il faut des symboles en politique, et l'État est un outil au service de celui qui est élu. Alors, une question aussi qui intéressera nos auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes un élu enraciné dans un terroir. C'est quelque chose de très important, de très émouvant. Et vous êtes célèbre par votre franc-parler et vos actions un petit peu disruptives, comme on dit maintenant. Est-ce que vous ne ressentez pas de la part de vos collègues à l'Assemblée nationale une certaine forme de condescendance, voire même de mépris? Ce n'est pas tellement au niveau de mes collègues que je le ressens. Je le ressens au niveau des élites, d'une manière générale. Parce que les élites, malheureusement, se sont laissées avoir. Comme ça a souvent été le cas dans notre histoire. Elles n'ont pas vu, elles n'ont pas le discernement que nous avons en venant de nos campagnes, ou qu'on peut avoir en venant du fond des villes, parce que la souffrance peut être la même. Le travailler dur, l'esprit de s'élever par le travail, par les valeurs,
Et je crois que ce n'est pas tellement mes collègues qui sont d'accord. Mes collègues sont des victimes. Je crois que c'est un establishment qui est devenu oligarchie. Et c'est de cela dont il faut se libérer. Alors, autre question. Vous avez soutenu depuis le début et de façon extrêmement efficace et voyante hein, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes dont les revendications finalement étaient tout à fait légitimes et qui ont montré qu'il y avait encore des anticorps au sein du peuple de France. Que pensez-vous de la récupération qui a été faite par des mouvements notamment d'extrême gauche qui ont transformé ces revendications qui étaient conformes à celles de Georges Pompidou qui disait « laissez arrêter d'emmerder les Français ». Et ça résume beaucoup de nos problèmes actuels. Et donc, malheureusement, les revendications ont tourné à des revendications uniquement sociales, alors que ce que réclame le peuple de France, c'est un supplément d'âme. Est-ce que vous pensez que cette évolution sera négative ou qu'ils retrouveront eux aussi les voies d'une action, qui va dans le bon sens, si j'ose dire? C'est dommage parce que nous avons perdu une grande occasion de nous réunir, de nous rassembler. Et la France n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est réunie. Et le génie des Gilets jaunes, ça a été soudainement de surgir de nulle part et de nous apprendre plus de choses sur nous-mêmes que nous n'avions pu en dire depuis 30 ans. Et c'est l'establishment qui progressivement les a déconsidérés, puis détruits, et a laissé au fond, après que tant d'autres soient partis, les plus désespérés d'entre eux, ceux qui ne croient plus qu'au désespoir. On leur a dit, présentez-vous aux élections, mais ils n'étaient pas là pour se présenter aux élections. Est-ce qu'on a demandé aux révolutionnaires cela? Les révolutionnaires faisaient la révolution. Ils n'étaient pas constitutionnalistes, ils n'étaient pas politiciens, il faut du métier pour le savoir. Et on a tout fait pour couper ce mouvement qui était un mouvement de printemps, un mouvement de vie. Mais je crois que rien n'est perdu. On va le reprendre parce qu'il faut impérativement passer ce cap de manière pacifique. Et c'était la volonté des Gilets jaunes au départ. Si la violence est arrivée, ce n'est pas de leur fait. Elle a été sciemment organisée autour d'eux pour les déconsidérer. Alors, dernière question qui me tient particulièrement à cœur. Ayant fait une carrière de 40 ans comme vétérinaire rural à la campagne, donc j'ai vu cette lente disparition de notre paysannerie. Hein, je préfère dire paysan d'ailleurs, pour moi dans ma bouche c'est plutôt valorisant. Et au début j'ai accompagné ce mouvement parce que j'étais frais et moulu de mes études, je pensais que c'était le progrès qui voulait ça. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait derrière une volonté et une organisation qui était donc à la manœuvre hein, pour organiser cette disparition de notamment des éleveurs, puisque c'est ce qui m'intéressait particulièrement, et donc qui a été remplacé par ce qu'on appelle des agri-managers maintenant, par des élevages concentrationnaires, qui polluent, qui maltraitent les animaux, etc. Et cette évolution, je suppose que vous la condamnez, bien entendu, et puisque vous mettez systématiquement, je vous en remercie, un message d'espoir dans toute votre communication, comment pensez-vous qu'on puisse redresser la barre dans ce domaine? D'abord, vétérinaire, quel beau métier. Ce métier qui est l'équivalent de celui de médecin, mais un médecin à qui le patient ne sait pas dire de quoi il souffre et qui doit le diagnostiquer, le deviner et y apporter remède. Bravo Dajo, pour les vétérinaires. Ensuite, bien sûr, vous avez vu la terrible descente aux enfers des paysans. Je pense que malheureusement elle a été voulue et programmée dans des grands pays voisins des nôtres, tels que l'Espagne ou l'Italie notamment. Mussolini et Franco l'avaient programmé froidement parce qu'ils voyaient dans les paysans des partisans. Ils voyaient
des irréductibles et des résistants. Donc ils ont préféré s'en défaire. Mais regardez, dans bien d'autres pays, ça a été le cas. Or, le paysan a ceci d'exceptionnel, c'est qu'il est comme le marin, il est soumis aux aléas de la nature. Lui seul sait percevoir cet étrange frisson qui annonce le changement de temps. Vous êtes sur une mer d'huile, vous êtes quelque part dans votre prairie en montagne, dans un doux zéphyr, il fait beau. Mais si vous n'avez pas senti ce brusque frisson, vous pouvez être emporté par la foudre dans 35 minutes, et ainsi que votre troupeau. Et pour le marin, c'est pareil. Donc je pense qu'il y a eu, malheureusement, beaucoup de malveillance autour de ça. Parce qu'il y a eu une erreur historique qui, une fois de plus, a été commise. Ce n'est pas la première fois. C'est qu'on a cru que les paysans étaient un danger. Les paysans ne sont pas un danger. Parce que leur lien avec la terre est un lien fusionnel. C'est un lien qui est venu de la nuit des temps. Et d'ailleurs, un paysan, un berger, avant de s'occuper des troupeaux, s'occuper du bien-être des hommes, il sentait justement le changement d'augure. Et il allait de proche en proche, parfois très loin, pour l'annoncer. Donc, je plaide, puisqu'il faut un grand signal d'espoir pour le retour des campagnes de France, dans une grande cause, campagne de France, grande cause nationale, qui pourrait être aussi bien débattue ici à Bordeaux que débattue dans le 16e, parce que la France est avant tout un immense et beau territoire où tout pousse, tout peut être transformé, tout peut être magnifié à condition de garder les paysans, et si je peux ajouter, les maires. Il est vrai qu'effectivement le poste électif de maire est essentiel pour garder ce tissu rural. Donc en état pour l'instant de survie, on espère de renaissance dans quelques jours. C'est grâce aux deux réunis que, vu d'avion, notre pays est encore un jardin à la le nôtre. Il est magnifiquement entretenu. Donc notre devoir, tout simplement, d'héritier de cette immense civilisation, j'ose le dire, c'est de relever la tête et de nous y remettre. On va le faire. Très bien. Je vous remercie de ces messages d'espoir et en même temps qui nous confortent dans un combat pour préserver justement cette belle civilisation française. Merci beaucoup. C'est parce que vous continuez à faire votre métier, à la fois de vétérinaire et de journaliste, que je peux vous l'exprimer. Parce que si on pose des questions à la con, on a des réponses à la con. Et si on ne sait pas de quoi s'ouvre la vache, elle morte. Donc si je comprends bien, mes questions étaient pertinentes. Elles étaient géniales, parce qu'elles venaient du cœur. Allez, merci. Sure.